On poursuit ce rendez-vous sur Liberté FM. Un nouvel épisode avec Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gadot, et merci encore de votre invitation. Autour de l'histoire du patrimoine de Ribérac. J'espère qu'on ne lassera pas nos auditeurs, parce qu'on en est à combien 16 C'est la 16e émission que nous 16 faisons. épisodes déjà. 16 épisodes. Il y a encore des choses à dire. Il y en dire. aurait encore des possibilités. On ne va peut-être pas lasser nos auditeurs certains m'ont déjà dit que ça les intéressait vivement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je me suis empressé d'accéder à leurs demandes. Voilà, et de continuer en espérant trouver de nouveaux auditeurs, parce qu'on peut évidemment retrouver ces séquences sur Liberté FM, sur Calaméo aussi, grâce à votre page. Oui, alors en plus, tout ça, c'est en référence à des diaporamas que je présente d'ailleurs en conférence. Certains, pas tous, mais il y en a qui ont été présentés en conférence, et je suis disponible comme conférencier itinérant, disons, parce qu'un diaporama, c'est un support, mais il vaut mieux écouter l'original. Alors ici, on fait que les parcourir très rapidement. On va à l'essentiel. Tous les détails. Voilà. Une conférence d'1 heure, on vous la fait en 20 minutes, et c'est déjà c'est condensé, effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, grâce à vous, à 2 martyrs. Oui, alors ce sont 2 bienheureux maintenant, puisqu'ils ont été béatifiés. De la région, donc un de Celles qui s'appelle Armand de Foucauld de Pontbriand, et un du Bira. De Bira. Oui, c'est dingue. Voilà, qui s'appelle Armand Dulot d'Allemand ou Dulot de la Côte, parce que c'est une famille qui a de nombreuses branches et dont les descendants sont toujours là, par exemple. Absolument. Au château de Montardy, pour ne pas le citer. Voilà. Donc, on va vous parler de ces 2 personnages que j'ai découverts moi-même en pérégrinant dans les églises, puisqu'il y a une plaque commémorative dans les 2. Il y a même des fonds baptismaux à Bira, qui est dans la petite église, qui mérite d'être vu, parce qu'il raconte en détail le baptême de Armand Dulot d'Allemand. Alors, c'était des personnages assez importants à l'époque, même presque considérables. On ne le mesure pas aujourd'hui. Alors, ça s'est passé pendant la Révolution française et pendant les massacres dits de septembre. Effectivement, pendant 4 jours, alors je donne tous les détails dans le diaporama de l'historique de la Révolution. Le jour même où Danton a dit de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, on ne savait pas qu'en tant que ministre de la Justice, il a laissé des massacreurs, qui étaient payés d'ailleurs au nombre de victimes, comme des vrais bouchers, massacrer des gens dans toutes les prisons, les 4 prisons ou 5 de Paris, enfin j'en donne le détail aussi. D'ailleurs, rien qu'en Périgord, on a 7 victimes de ce qu'on appelle les massacres de septembre, et ils sont assez peu connus. Il y en a un jusqu'à Sarlat, il y en a donc à Daglan, il y en a à Périgueux, il y en a... Enfin, je donne tout ça dans le diaporama complet, mais là, on va s'intéresser juste aux 2 voisins. Voilà. Alors, bon, c'est une époque très trouble, et d'ailleurs, je cite d'ailleurs une prophétie d'un certain Saint Benoît Labre, qui est mort en 1783 et avait prédit « Je vois un grand feu qui traverse mon pays ». Il avait précisé que les abbayes flamberaient, les hosties profanées et les prêtres persécutés. C'est ce qui s'est vérifié peu après sa mort, d'ailleurs. Alors, je cite aussi tous les papes. Le contexte, c'était la désorganisation. Pendant la Révolution, évidemment, tout était remis en question. La désorganisation des paroisses rurales. La paroisse, c'était le système administratif, c'était paroissial. Il n'y avait pas de maire ni d'élection. C'était le système héritage du Moyen-Âge, mais qui était la royauté absolue. Donc, voilà. Alors, on va arriver tout de suite à ce qui s'est passé en Périgord. Il y avait 2 diocèses, Périgueux et Sarlat, qui étaient séparés, chacun son évêque. Et bon, depuis quelques dizaines d'années, ils ont été réunis. On dit toujours Périgueux et Sarlat. Arrivons. Alors, je précise quand même, je parle aussi des guillotinages de Périgueux. En fait, il n'y en a pas eu non plus aussi nombreux à Paris. Il y en a eu 1600 à peu près. Pendant la Terreur, il y a eu 40 victimes à Périgueux, dont 17 prêtres et abbés. Voilà. Mais bon, ça reste un nombre assez modeste. Et en général, les exécutions se déroulaient place de la Clotre. D'ailleurs, il y a une rue des Martyrs qui monte à cette fameuse place. Beaucoup, d'ailleurs, sur Périgueux ont été transférés à Bordeaux, préféré. Et une partie, ne pas oublier que 700 ou 800 prêtres ont été, non pas guillotinés, mais ont été déportés, enfin, pas déportés, mais... il y a eu des déportés en Guyane, mais la plupart sont morts sur les pontons de Rochefort, où
tous les ans, il y a une cérémonie sur l'île Madame où on a fait un petit mausolée avec, on a retrouvé quelques crânes, etc. Mais on a tous les noms et la liste complète. 800 prêtres, c'est quand même pas rien. Il y en a qui ont survécu quand même. Alors, bon, il y a eu ces épisodes de la fameuse constitution civile du clergé, où on a essayé d'imposer un serment que la plupart des prêtres certains avaient accepté, mais se sont rétractés, et ça a conduit aux persécutions. Je vais venir tout de suite. Alors, le plus grand de tous, c'était Jean-Marie Dulot d'Allemand, archevêque d'Arles, quand même archevêque, donc quand même une personnalité. Alors, il y a un manoir que les gens passent devant, à Allemand, qui s'appelle le Lot d'Allemand. Juste à côté de l'église, quand on arrive devant l'église, sur la droite, il y a un manoir qui est en cours de réhabilitation, d'ailleurs très, très bien conduite par le maire, et que j'espère on pourra visiter bientôt. Mais enfin, le monument principal, c'est le château dit de la Côte, que vous devez connaître mieux que moi. Absolument. Qui est un restaurant et hôtel aujourd'hui. Hôtel 3 étoiles, 3 étoiles. Aujourd'hui, mais qui était à l'époque... il y avait quelques familles nobles qui régnaient, c'était les Lots d'Allemands du côté de Bira, et du côté de Celles, c'était les de Foucault de Pontbriand, dont d'ailleurs est issu Charles de Foucault, qui s'appelle aussi de Foucault de Pontbriand. Alors, Bira, je conseille la visite quand même, c'est tout proche de Bourdeil et du château de la Côte. Et quand on va dans la petite église, il y a un mémorial du baptême de Jean-Baptiste. De Jean-Marie, pardon. Alors, c'est la branche cadette de la Côte de Champ et de Champniers, voilà, du Lot. Alors, c'est des fils de chevaliers. Il y a eu des religieux, d'ailleurs, dans leur famille. Je donne tous les détails. Et le château de Montardy, qui est tout proche, mais de l'autre côté, il est rattaché à Grand-Brassac, qui est tout proche de la commune de Celles. C'est le château actuel des descendants de la famille. On retrouve même, d'ailleurs, la famille du Lot par les filles. On en a parlé l'autre jour à Petit-Versac, le château de Petit-Versac. Le mas de Monté, c'est aussi de leur héritage. C'est une famille, d'ailleurs, qui est très, très vaste. Et sur Paris, on trouve encore beaucoup de ses descendants. Alors, Dulot commence sa carrière ecclésiastique sous l'autorité de son oncle, d'ailleurs, qui était curé de la paroisse Saint-Sulpice à Paris. Et il occupe plusieurs postes: chanoine de Pamiers, vicaire général de Bordeaux, prieur de Gabillon et agent général du clergé en France en 1770. Alors là, c'est un poste vraiment important auprès du roi. Il devient le plus jeune archevêque nommé par Louis XVI, alors nommé par Louis XVI, mais approuvé par le pape, bien sûr, qui a pris la charge de l'archevêché d'Arles. Donc c'était un personnage, d'ailleurs, le personnage important qui a pu influencer Louis XVI au moment des votes des fameuses constitutions civiles et tout ce qui concernait le clergé. Voilà. Alors, disons qu'à Arles, par contre, il a assez peu de souvenirs. Donc, il a une école du Lot. D'ailleurs, ils écrivent du Lot en un seul mot, alors que c'est du Lot. Et il y a une rue du Lot, qui est pareil, qui est une petite rue. Voilà. Alors, il est nommé en 1775 agent général du clergé de France, qui est une position considérable. Il s'est, dès le début, donc 1775, vous voyez, c'était avant la Révolution, il s'opposait au déferlement de livres dits subversifs. Mais le philosophisme progressait à grands pas. C'est un homme qui visitait beaucoup son diocèse, alors à l'époque à pied peut-être, ou à cheval, je ne sais pas. Il s'est impliqué dans des actions sociales comme la formation de sages-femmes et l'instruction des enfants. À la Révolution, en 1780, il est quand même député du clergé aux États généraux. Je veux dire, vu son rang, c'est quand même assez normal. À l'époque, il y avait beaucoup de nobles dans ces rangs-là. Et en 1790, on a la Révolution, en juillet, abolit le siège archiépiscopal d'Arles. Donc lui, je reviens un peu, il a proposé des mesures de censure des livres dits séditieux. Il a fait plusieurs actions. Alors je les détaille aussi dans ce diaporama, mais je ne vais pas vous les détailler toutes. Mais en tout cas, Arles, sous son pontificat, si on peut dire, son épiscopat, brillait par son archevêché. Et dès la Révolution, la population était très attachée au roi. Et si on regarde l'histoire d'Arles, entre 1790 et 1795, ça a été des luttes. Il y avait des guerres entre eux, entre ceux qui voulaient la Révolution et ceux qui ne la voulaient pas.
Et la ville a été occupée, puis réoccupée successivement par les partisans d'un côté ou de l'autre. C'était une véritable guerre. Oui, mais à cette époque, il n'était pas là, lui. Lui, il était monté à Paris, et malheureusement, j'allais dire, parce qu'il s'est retrouvé parmi les... Donc, quand il y a eu la loi, disons, à l'époque, on a inculpé tous les soi-disant ennemis de la Révolution, donc on a pêché un peu partout, juste après le fameux 10 août. Donc voilà, disons qu'au niveau politique, il a été député donc, aux États généraux, il était favorable au vote par ordre, donc l'ancien système, et il a combattu le ralliement au tiers-État, parce que beaucoup de curés pauvres s'étaient ralliés au tiers-État. Et il s'oppose vivement à la constituante lorsqu'on a proposé le projet de constitution civile du clergé. Il est resté silencieux lorsque son épiscopat, son diocèse a été supprimé, parce qu'après il y a eu le redécoupage, vous savez, des diocèses qui étaient conformes au département. Enfin, on a tout chamboulé, quoi, pratiquement, alors qu'avant il y avait d'autres considérations. Ainsi, c'est en 1791, le mot catholicisme signifiait contre-révolution. Il a écrit en 1790, il avait écrit une critique des principes révolutionnaires signée par 129 évêques quand même. D'ailleurs, il n'y en a que 2 qui ont été constitutionnalisés à cette époque. Donc, il a continué d'administrer son diocèse même à distance. Comment dire, 2 vicaires, il avait 2 vicaires généraux qui l'ont accompagné lorsqu'il a été mis en prison alors, c'était l'église des Carmes qui avait été réquisitionnée. Alors, l'église des Carmes de Paris, elle est rue de Vaugirard, très facile à trouver. Et il y a des visites organisées. Il y a une association, d'ailleurs, des martyrs qui les célèbrent. Et là, ils se sont retrouvés, donc cette église, qui est magnifique d'ailleurs, a été reconvertie en prison. Ils se sont retrouvés à 200 environ prisonniers, et avant que les septembriseurs n'arrivent. Alors, il avait deux Périgourdins, Armand de Foucauld de Pontbriand, qui était d'ailleurs un cousin par sa mère, et un certain Armand Auguste de Chappe de Rastignac, qui avait été élu lui aussi député du clergé aux États généraux. Donc vous voyez, les élus aussi pouvaient finir en prison. Voilà, donc il a fait partie des premiers tués. Alors vous savez, comment dire, il y a le président de l'association, c'est monsieur Gauthier Mornas, l'abbé, qui a fait une présentation sur Secret d'Histoire, l'émission que j'ai mise en ligne, et en quelques minutes, il montre comment on faisait un semblant de tribunal qui est animé par un certain Maillard, l'horrible Maillard, et en quelques minutes, on lui demandait s'il voulait signer ou pas. S'il ne voulait pas, on lui avait dit s'il voulait signer, s'il ne voulait pas, excusez-moi, on lui avait dit qu'on le transporterait dans une autre prison, et puis en fait, les massacreurs l'attendaient à la sortie. Un coup d'épée de faux, en 2 minutes, il était décédé. On peut juste dire 2 mots d'Armand de Foucauld, Oui. qui était d'ailleurs très lié à lui, puisque c'était son vicaire général de l'archevêque d'Arles. Et il a fait partie donc Alors, on trouve sa plaque commémorative dans l'église de Celles, parce qu'il est né à Celles. D'ailleurs, on la voit. La plaque, elle est tout à fait à l'entrée, là. C'est comme ça que j'avais commencé à étudier le sujet. Je ai retrouvé son acte de naissance. Et je crois que c'est un oncle de Charles de Foucauld, le bienheureux Charles de Foucauld, qui avait donc qui est aussi de la famille Dulot, donc il avait quand même du passé. Alors, il est né au château de Lascaux. Le château de Lascaux, il n'est pas facile à voir, il est juste derrière l'église, mais il faut descendre un petit peu. Bon, maintenant, c'est une propriété privée. Malheureusement, il ne se visite pas, mais j'ai donné la photo. Et la famille Foucauld, c'est une famille donc de la noblesse française, d'extraction féodale, qui est tout à fait originaire, enracinée dans le Périgord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Alors, lui, donc, il est né en 1751, mort en 1792. Vous voyez, il est devenu chanoine de Meaux en 1774, et il a été appelé par son cousin germain, Jean-Marie Dulot, en Arles. Il a reçu en bénéfice, alors à l'époque, on n'était pas obligé d'aller dans des abbayes, mais on pouvait recevoir les bénéfices en cas de vacances, entre guillemets. Donc, il avait reçu l'abbaye de Solignac, près de Limoges, et qui devait lui rapporter pas mal, parce qu'apparemment, c'était une des plus grandes de France à l'époque. Il a refusé le serment à la Constitution civile et s'est retrouvé enfermé au Carme, où ils ont péri, d'ailleurs, tous les 2, et les 7 autres du Périgord.
Oui, parmi les autres, Périgord-Charentes, il y a les deux de La Rochefoucauld, qui étaient deux autres évêques. Donc il y avait l'archevêque et deux évêques qui étaient quand même et qui sont honorés, eux, du côté de La Rochefoucauld, la ville de La Rochefoucauld. Il y a une église avec une chapelle spéciale. Donc il avait reçu cette abbaye de Solignac en 1787, donc il n'en a pas été longtemps l'abbé. Il était réputé homme d'une charité fort grande et distribuait aux pauvres la plus large part de son revenu et ne fréquentait que son église et ses hôpitaux. Même si ses revenus étaient considérables, hein, mais il les distribuait. Voilà. Il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui la redistribution. La charité. L'une des plus belles gloires est venue lorsqu'il a été enfermé à la prison des Carmes, où il a péri le 2 septembre 1792. Oui, alors, bon, j'explique que c'est l'abbaye de Solignac, fondée par Saint-Éloi, etc. Voilà. Et en fait, donc, il faut savoir, et puis il y a, dans mon diaporama, je poursuis sur les 5 autres martyrs de la région environnante. On peut aller jusqu'à La Rochefoucauld. Mais enfin, il faut savoir surtout ce qui s'est passé il y a 4 ans. Donc, il s'est passé que l'un de ces... Alors, tous les 2 septembre, d'abord, il y a une commémoration. Toutes les messes sont dédiées le 2 septembre à nos 5... En Périgord, nos cinq martyrs. En Charente aussi, mais il y en a 2 autres. Il y a des messes dédiées qui ont été approuvées par le pape, avec des parties de la messe qui sont spéciales. Et puis surtout, il y a eu un miracle pour qui s'appelle le frère Salomon Leclerc. Voilà. Donc à l'église des Carmes, on trouve son portrait. On a obtenu les sœurs par invocation la guérison miraculeuse d'une piqûre de serpent mortelle d'une jeune fille au Venezuela, au fin fond du Venezuela. Et ce miracle a été authentifié, et donc ça a permis au frère Salomon Leclerc, qui a fait partie des massacres, d'être non pas béatifié, mais canonisé. C'est-à-dire qu'il devient saint. On l'appelle Saint Salomon Leclerc. Et je vous signale qu'au Venezuela, en Amérique latine, il y a eu des chants qui lui ont été dédiés. On le trouve sur Internet, il suffit de faire Saint Salomon Leclerc. On l'appelle le Saint français. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'en France, on l'a oublié. Personne ou presque ne le connaît, alors que là-bas, c'est tout à l'honneur à la fois de notre pays et puis de notre région. Enfin, peut-être pas, parce que lui, il n'était pas du même coin, mais enfin... alors, ce qu'on espère, c'est que cette canonisation...